la nature, tout entière, tout simplement. Kojima puise dans cette nature la matière de son métier. C'est pourquoi elle sait la protéger, la préserver et lui rendre ce qu'elle lui prend, en énergie. Il faut que les scientifiques s'engagent, prennent position. Il faut que les opinions puissent s'exprimer, que les populations puissent dire quel avenir elles veulent avoir. Et à ce moment-là, les politiques devront se soumettre et aux citoyens et aux opinions scientifiques bien étayées. Vous m'en posez un peu trop là, parce que c'est des trucs qui vont passer encore, qui sont encore foutre la pagaille ici, là, dans le coin, non? La première fois que c'était commencé, ils avaient fait le trou là, et puis il y avait toujours quelqu'un qui travaillait là-bas, puis il y avait toujours les prospecteurs qui fouinaient partout, qui ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. C'est parce que n'importe qui peut trouver du uranium hein, avec un compteur. On pose le compteur, on se balade. Hein. Et alors, forcément, les journalistes sont venus, ça a fait tout un battage. Et alors, il y a une fois, avec tout le battage qu'ils avaient fait, l'uranium à Limousin, tout le monde est venu de je ne sais pas d'où. Il n'y avait pas de place pour mettre les voitures, là. Chaque côté de la route, c'était plein. Et... Il y en a qui venaient de loin? Je ne sais pas. Il paraît qu'il y en était venu depuis l'Algérie, il y en a qui étaient venus. Ouais. Alors ce jour-là, j'y suis allé, moi je suis allé en vélo, j'avais pas de voiture à cette époque. Donc quand j'ai vu tout ce monde, j'ai dit, ils sont fous quoi. Je suis rentré le 1er avril 1949. Au Puy-Henriette? Au Puy-Henriette. Et comment on vous avez engagé? C'est vous qui étiez allé parce qu'on cherchait du monde? Non, à l'époque, ils cherchaient les gars. C'est le chef de mission qui est venu m'embaucher ici, avec l'argent administratif. Là-dedans, il y a eu du minerai terrible, là. Comme ils n'en avaient jamais eu. D'ailleurs, on y a travaillé avec des cagoules dessous. Là. La première fois qu'ils ont trouvé ça. Jamais ils n'avaient vu ça. Alors, pendant un moment, ils nous avaient envoyé. On y travaillait 3 heures par semaine. Pas plus. Chacun son tour. Alors, quand ils avaient fait leurs 3 heures, là, c'était ceux de la Cousine qui venaient, c'était ceux des Sagnes qui venaient, même ceux de Vessines. Come on, you mucking slushers, you jackleg drillers and blasters. The price of uranium is up and there's money to make. Come on, you big rock boulders who answer to the name of miner. This old boom town is still around on the shores of Elliott Lake. Time cards in and out, up and down cages, gonna make a heaven out of hell-earned wages. Come on, Quirky, pay me now. I got 18 holes a going pow, 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 and there ain't no music finer. She's a damn good song for a miner, a damn good song for a miner. Ça, c'est quoi alors? Ouais, c'est un mélange d'autunite, mais ça marche. Mais ça, quand on le met sous un radiamètre, ça crache à fond, là. Ah oui, ça, oui. Bah, il faut pas le prendre avec les mains, quand même, peut-être. Bon.
Et au début, est-ce qu'on parlait de tout ça vers les années 50? On parlait aux travailleurs? Que c'était dangereux, ça? Ouais. On leur disait ou pas? Moi, non. J'ai souvent l'habitude de dire, en particulier à mes étudiants, que le nucléaire est né de catastrophes, que ce soit Hiroshima ou Tchernobyl, et que, effectivement, dès qu'on prononce le terme de nucléaire, on voit des dangers. Certes, c'est une énergie colossale, qui en gros est 1 million de fois plus grande que l'énergie chimique, et par conséquent qui nécessite autant de précautions, j'allais dire 1 million de fois plus de précautions, mais lorsque tout est maîtrisé, encore une fois, je crois qu'il n'y a pas de danger au-delà des limites normales, entre guillemets. Je me suis rendu compte que les risques les plus élevés que l'on pouvait encourir, c'était ceux que présentaient les mines d'uranium. Les mines d'uranium pour les mineurs d'uranium. Tout cela non pas du fait de l'irradiation externe, mais du fait de l'irradiation interne par le radon et ses descendants. Alors, c'était plus des plaques qu'on avait, c'était un stylo. C'était comme ça. Alors, on regardait un stylo. Quand il était bloqué, il fallait s'en aller. On ne travaillait plus dans ce chantier. Là. On allait dans ce chantier. Alors, quand on voulait s'en aller, le stylo, alors ils nous ont dit qu'il ne pouvait pas se falsifier, parce qu'il y avait plus mal. Et bien, on prenait un caillou, un caillouté, comme ce que je vous ai fait voir, là, mais principalement un noir, parce que ça crachait beaucoup plus. Et on mettait le stylo à côté, 1 heure après on y allait, et c'est OK. Ce sont de petites particules qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qui pénètrent dans le corps comme des petits obus et qui causent des dommages. Mais comme on ne les voit pas, tant qu'on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas s'y opposer. Alors j'essaie de réveiller les gens avant qu'il soit trop tard. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est le dommage causé au cerveau et à la santé des enfants. En France, on peut dire qu'on n'a pas de statistiques médicales, si vous voulez. On n'a pas de statistiques médicales, vous m'entendez bien. J'entends que lorsque quelqu'un décède, le médecin remplit un petit bulletin bleu qui est envoyé au service au ministère de la Santé, sur lequel, en principe, il met le diagnostic du décès et le genre de mort. Aucun médecin ne met véritablement la vérité dans ce certificat, voyez-vous. Bon, des études statistiques n'ont jamais été menées au plan national. Par exemple, il eût été intéressant ici dans ce pays, puisque nous avons affaire à une faille uranifère, qui vient en gros depuis Saint-Maurice-la-Souterraine jusqu'à Belzane, là, en passant par Bessines. C'est dans cette faille qu'on a trouvé du minerai d'uranium. Et il aurait été intéressant de savoir quelle était la fréquence d'apparition dans la population du cancer du poumon, par exemple, le long de cette faille. On était fichu de retrouver des documents, parce qu'il n'y en a pas. Je suis arrivé un petit peu après les années 70 et j'ai été un beau jour très fortement concerné par les problèmes liés à l'exploitation de l'uranium, étant donné que dans l'été 74, si je me souviens bien, j'ai construit une dalle de béton dans ma maison, dans ma cuisine précisément, et voulant toujours faire à moindre frais, j'ai essayé de faire ma dalle avec du tuf. Un ami qui travaillait à la Cogema, c'est intéressant à noter, m'a dit non, incorpore plus de sable, si c'est un problème, moi je te ramène du sable, t'inquiète pas, je sais où il y en a. Et donc j'ai construit ma dalle avec le sable qui m'a ramené. Et je me suis aperçu quelques années plus tard que ma dalle était très fortement radioactive. Je compte. Tu vois comme ça sature? Déjà 6000. Bon, je reste pas au-dessus. Le jour, on est arrivé à 59 737. Oh. 40 000. 50 000, 53, 54, 59, 56, 57, 58, 59, 60, on a dépassé. Tu veux voir le résultat? Oui.
60 710. Nous avons voulu en savoir plus et la CLIRAD nous a suggéré de prélever des végétaux sur cette grille. Un petit peu à nos risques et périls parce qu'on s'en est ingurgité des doses pendant ce temps. Alors, nous avons prélevé des mousses, on a pris des feuilles, on a pris des brindilles de ceci, de cela, et on a envoyé tout ça à la CLIRAD qui a analysé. Et là, il se pose quand même une question relativement, non pas relativement, mais très importante. On a trouvé par kilo de matière sèche plus de 4 millions de becquerels par kilo de matière sèche, ce qui est énorme, absolument énorme, en plomb 210. On a trouvé également une quantité inférieure, mais importante quand même, 89 000 et des poussières, en plomb 212. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plomb 212 et le plomb 210 sont des éléments de fin de chaîne de deux produits extrêmement radioactifs. Le plomb 210 vient de l'uranium 238, mais le plomb 212, lui, vient du thorium 232. Or, c'est quelque chose qui a fait tilt en moi, qui m'a choqué tout d'un coup, récemment. Mais, jusque-là, la COGEMA n'avait jamais parlé de thorium. Alors la COGEMA lâche du lest. D'abord, elle dit, bon, oui, non, c'est pas dangereux, c'est conduit des mines, tout ça, ça se rejoint, etc. Bon. Ouais, mais pourquoi là, particulièrement, il y a un taux absolument exceptionnel dans la région. On atteint 3 fois, en radioactivité, 3 fois la mesure qu'on trouve à 300 mètres du sarcophage de Tchernobyl. C'est quand même pas rien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert l'appareil qui est dans votre cour là-bas? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Ça doit être la pollution de l'air, de je ne sais quoi. Moi, je ne peux pas vous certifier. Parce que jamais je l'ai demandé, et je ne sais pas si les gens me l'auraient eu dit. On ne vous l'a pas dit? Non. Mais on vous a demandé quand même l'autorisation. Mais bien sûr. Oui. Mais vous ne savez pas à quoi ça sert alors? Oh, ça doit être pour la pollution de l'air, je crois. Je crois. Et est-ce qu'on vous donne les résultats, par exemple? Non, mais jamais je ne les ai demandés même. Oui. C'est peut-être secret. Et alors là, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? S'ils étaient tout blancs, tout plein de poussière, c'était envoyé par le passage des camions. Et puis, finalement, un monsieur là, se ramassait là, je ne sais pas qui c'est, il a été gentil, s'est arrêté, et il a dit à ma femme, monsieur, faites attention, madame, faites attention, vous aurez intérêt à laver vos légumes. Alors, suite à une alerte donnée par la CLIRAD, j'ai demandé à ce qu'il y ait prise de mesures de l'air à la DAS. Et j'ai transmis ma demande à la mairie et à l'inspectrice de ma circonscription. Et à la suite de cela, la mairie a demandé au CRPM de venir prendre des mesures. Il a été pris des mesures dans l'école et comme les mesures n'étaient pas satisfaisantes et qu'il y avait une concentration particulière dans les salles d'eau, il a été posé des siphons. Figurez-vous que j'ai eu l'occasion de soigner un jeune de la CIMO qui, avant de mourir, un jeune technicien de la CIMO qui, avant de mourir, m'a fait voir ses mouchoirs imprégnés d'uranate. Vous savez, ce produit qui sort de l'usine de la CIMO. C'est un cas notoire, c'est l'affaire Goglia. Bon, monsieur Goglia est mort dans mes bras, et il m'a fait promettre de défendre la cause de sa veuve. Il me dit, j'ai été contaminé par l'uranate, etc. Bon. Alors, voyant cela, j'en ai parlé au directeur de la CIMO à l'époque, il me dit, mais non, à l'ingénieur responsable, mais non, c'est pas toxique, etc. Bon, très bien. J'ai dit, moi, je veux aller plus loin, je veux bien que, à l'époque, j'étais pas tellement au courant, mais quand même, j'avais vu les mouchoirs imprégnés d'uranate, c'est ce produit jaune, comme cette espèce de poudre jaune. J'ai
je me suis adressé au juge et j'ai fait faire une autopsie de mon malade qu'on est venu chercher à la sortie de l'église. On a fait une autopsie à Limoges et c'est le docteur Parra à l'époque qui a fait l'autopsie, c'est moi qui l'assistais, et nous avons découvert un cancer du pancréas généralisé, bon très bien. Mais jamais la CIMO de l'époque n'a voulu reconnaître qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle. Et je n'ai jamais eu le compte-rendu de l'autopsie, véritablement. Alors qu'on avait envoyé à l'identité judiciaire des échantillons, etc. Je n'ai jamais su ce qu'il en avait été, ce qu'il en était devenu. Voyez-vous ? Et j'ai simplement su qu'un ingénieur, à l'occasion d'un jugement, avait dit « mais Goglia, il n'était pas exposé ». Comment expliquez-vous ce comportement, alors ? Ben, expliquer ce comportement, premièrement, peut-être pour ne pas avoir d'histoire, pour que l'usine continue à tourner sans problème, et puis par une espèce d'incurie intellectuelle, je dirais. Hein, voyez-vous, hein, ce sont des gens, souvent, je le regrette de dire, qui n'ont pas une appréhension de l'humain telle que nous l'avons, nous les médecins. Voyez-vous, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. Moi, je suis un écologiste, mais humain, pour l'humain, vous voyez. Bon, et moi, je pense que dans tout travail, dans tout risque, tout travailleur qui comporte des risques doit être suivi, doit être écouté, vous voyez, c'est tout le problème, en gros, des conditions de travail. Et là, en particulier, des conditions de travail dans le nucléaire. Il y a une petite chose qu'il faut dire, c'est qu'actuellement, la COGEMA considère que ces terrains sont propriété privée. Et là, il faut mettre absolument les choses au point. Lorsque la CIMO et la COGEMA sont arrivés, enfin c'était le CEA au départ, il y a c'est certain des gens qui ont vendu leur terrain de bon cœur. Il y en a d'autres qui n'ont absolument pas voulu vendre, qui ont été expropriés. Et puis il y en a d'autres pour qui c'était pas considéré comme quelque chose de très positif de se faire exproprier et qui, bon gré mal gré, eh ben, ont quand même fait des tractations, qu'ils n'ont pas enrichi, qu'ils ont fait se séparer de terrain auquel ils tenaient, et qui font que c'est de cette manière-là que la COGEMA a acquis ce qu'elle appelle sa propriété privée. Or, en fait, pour ça, c'est pas une propriété, c'est une appropriation. C'était merveilleux, dans les années 50, vous aviez tous les poissons possibles et imaginables, vous aviez des écrevisses, vous aviez des tanches, vous aviez des poissons soleil, des brochets, des truites, du chevenne, du goujon. La COGEMA prétend faire preuve de transparence, eh ben, qu'elle le prouve. Qu'elle le prouve en nous laissant aller là où nous voulons. Puisque c'est pas dangereux, puisqu'ils n'ont rien mis, puisqu'ils n'ont rien dit, puisque c'est... Il n'y a rien. Ils prétendent que mais non, c'est pas dangereux pour la population. Eh ben alors, ben, si c'est pas dangereux, ben, laissez-nous voir ce qu'il y a là-dedans. Hein? Bon, eh ben non, à chaque fois, ça pose des problèmes. Si vous rentrez, nous on appelle le directeur. Bon, ben alors on va rentrer, alors. Ah, moi je sais rien. Bon, ben on fait comme ça, alors. Mais vous ne pouvez pas nous accompagner, là-bas? Alors, nous on a des ordres, on les respecte, c'est normal. Hein. Sortez immédiatement, s'il vous plaît. S'expliquer. Pour ça. Écoutez, il y a eu un film qui a été tourné par Envoyé spécial l'année dernière. S'il vous plaît. Bon. Ah non. Vous êtes sur un film. Vous allez filmer. Vous n'allez pas casser le matériel. Vous savez très bien que c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est ça, la c'est pour les générations futures. Vous savez très bien que j'ai toujours discuté avec vous, On monsieur a- Pénicaud. J'ai monsieur discuté avec Lamiro. Thierry Lamiro a écrit à M. Moreau. Il se heurte à une fin de non-recevoir. Je voudrais savoir pourquoi. Quelle réponse pouvez-vous nous donner? Nous avons vu. Nous voudrions montrer à la population. Pourquoi vous ne voulez pas, vous, qu'on montre à la population? Qu'est-ce que vous voulez cacher? Dites-le nous, clairement.
Très bien, nous n'avons rien à cacher, nous sommes Non, vous n'avez expliqués. rien à cacher, alors on veut Au filmer et vos sbires essayent de démolir notre matériel. C'est un transport qui s'effectue à l'extérieur de l'usine Cimo depuis 1986, date à laquelle les deux sites de stockage qui étaient dans le site même, qui sont le Beaujour et la Vaugrasse, se sont trouvés pleins. Et nous avons décidé à ce moment-là de déposer un dossier qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Et, disons, les produits, à ce moment-là, sont sortis de l'usine Cimo, ont été transportés par camion et ont été emmenés vers un nouveau site de stockage qui, dans un premier temps, s'est appelé Montmassacro, et dans un deuxième temps, Bézanne. Bézanne, c'est le site qui, actuellement, est en exercice, est en activité. Il s'agit bien sûr des produits, des résidus de traitement, hein, donc après que l'uranium qu'il contenait a été retiré pour 95%, et qui contient bien sûr un certain nombre de produits de filiation, et en particulier le radium. Le radium est en totalité dans ces résidus de traitement. Néanmoins, je dirais l'activité massique, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler les choses, c'est-à-dire l'activité du produit rapportée à son unité de masse, l'activité massique du produit est trop faible pour que ce produit puisse être appelé matière radioactive. On ne peut pas vivre avec le va-et-vient incessant des camions qui montent et qui descendent. Et c'est un bruit infernal. Ils ne respectent rien, ils roulent vite. Ils nous font des bras d'honneur quand on veut sortir de notre garage parce qu'on les dérange. Alors il faudrait savoir quel est le dérangé ou le non dérangé. De plus, je ne comprends pas que des camions qui portent le caducée de matière radioactive soient à découvert comme ça. Et que ce sable est donc radioactif, alors qu'on ne me dise pas que ce n'est pas polluant et que ce n'est pas méchant. Nos fenêtres sont détruites, notre peinture est abîmée, tout est abîmé. Alors, notre crépi, notre maison a été rénovée 6 mois avant le passage de ces camions. Et je peux affirmer qu'au mois de juin 91, l'an dernier, il passait en moyenne 40 camions toutes les 15 à 18 minutes. Contrairement à ce que m'a dit un monsieur qui s'occupe de la COGEMA, qui est directeur que je ne nommerai pas, nous avons le tiers de notre année pour nous reposer, c'est-à-dire en comptant les nuits, les samedis et les dimanches. Alors je ne vois pas si c'est raisonnable ou ce que l'on peut en penser. Si on fait un dépôt de cette boue, et ça c'est ce qu'on fait, on la met sur une place ou dans un trou, on a quelques problèmes. L'un des problèmes, c'est l'exhalation du radon, parce que c'est une usine de radon. Elle produit toujours du radon pendant des 500 000 années. Le radon pose un risque pour les voisins du pot et aussi pour toute l'hémisphère du nord de la Terre, parce qu'elle augmente l'exposition à toute la population. Il y a longtemps que j'ai voulu vous demander ce que vous entendez la nuit dans votre garage. Vers minuit. Ah, mais c'est pas dans le garage, c'est en dessous. Ça n'a rien à voir avec le garage. Hein. C'est pas dans le garage. On entend ça d'en haut, on entend ça sur la terrasse, on entend ça partout. Mais ça résonne. Ah oui, ça résonne, comme des... Mais ce ne sont pas des tirs de mine. Non, des fûts qui rouleraient. Tiens. Il se peut qu'à une certaine époque, il y ait eu des stockages sauvages. Vous voyez, on se débarrasse. Vous voyez. Ça existe aussi dans l'industrie tout court. Hein, on a trouvé du pyralène, on a trouvé dans un certain site. Il se peut qu'à un certain moment, il y ait eu
on ait fait l'impasse, si vous voulez, sur un certain risque, dans la mesure où c'était assez confiné quand même malgré tout, vous voyez, et qu'avec le temps, le climat, tout ça se soit un petit peu détérioré, ce stockage, et que maintenant, ça laisse apparaître une certaine... Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là. Là, ici, ce qui s'est passé, c'était des camions qui venaient de Pierre-Latte. Quand ils ont changé l'usine là-bas à Pierre-Latte, parce qu'ils traitaient d'uranium naturel. Alors après, ils ont fait l'uranium enrichi. Alors, il a fallu changer complètement les machines de là-bas. C'était plus la même chose. Alors, et puis alors, les bidons, mais les bidons qui arrivaient là, c'était tous des bidons vides. C'était les bidons qui avaient amené de l'uranate là-bas, et qui avaient servi, où il a été traité. Mais les bidons qui arrivaient là, c'était tous des bidons emboutis. Oui, j'en ai vu, il y en a plein encore. Oh, ça ne se voit plus, parce que c'est un intérêt, autrement il y en a eu des camions et des camions. Alors ici, on est en pleine nature, sur une ancienne mine de Margnac. Et bon, le compteur donne quasiment une radioactivité de l'ordre de 400 impulsions minutes, grosso modo. Et puis, on se rapproche de ce tas de plastique et de fûts écrasés. Et là, on va faire une mesure, parce que ça crache beaucoup. Allons-y, voilà, ça part tout d'un coup. C'est absolument incroyable. On en prend plein la gueule encore un coup. Celui 91, il devait être à peu près 3 h du matin. On était dans un demi-sommeil, en principe, on entend les poubelles qui vont de très bonne heure l'été. Bon, sur le moment, on n'a pas fait attention, on s'est peut-être réassoupi. Et puis ensuite, le lendemain, monsieur Ducouré a dit à ma femme, oui, il était 3 heures cette nuit, il y a des camions qui sont arrivés. Ils étaient coincés, j'ai voulu voir ma fenêtre pour voir ce qui se passait. On m'a gentiment recommandé de fermer les volets, que ça ne le regardait pas du tout. Donc vous n'avez pas su réellement ce qui était à l'intérieur de ces camions? Pas du tout, non. Mais enfin, le premier camion qu'on avait vu qui était venu, qui était coincé, derrière, il y avait comment dire, le signe de l'uranium. Le signe des déchets radioactifs? Oui, déchets radioactifs, oui. Bon, mais la vérité, c'est que l'ANDRA, à travers un laboratoire de l'école des mines de géologie de Nancy, bon, disons, faisait un essai de matériel dans une de nos mines qui se trouve être Penny. Il n'était pas question à l'époque, je n'ai pas entendu parler d'installer un laboratoire au sens de ceux qui sont actuellement prévus par l'ANDRA à Penny. Ce sont des essais de matériel. Il ne s'est jamais réalisé que des essais de matériel ou des essais, disons, de technologie, je dirais de technologie de stockage, mais en inerte. Je comprends que Cogema ait été conduite à cesser ses activités. J'aurais préféré qu'elle n'accompagne pas la cessation de ses activités de cette tentative de faire du Limousin un lieu d'entreposage, c'est-à-dire plus simplement une poubelle. J'aborde donc sans aucun préjugé des projets comme cela. J'essaie simplement de faire le bilan de ce qu'ils apportent en avantage et de ce qu'ils comportent comme inconvénients. Je vois bien les avantages pour la Cogema. En ce qui concerne le Limousin, on nous fait l'aumône de quelques emplois sans qualification. Sur le terrain de l'emploi, il faut dire que quantitativement et qualitativement, c'est voisin du néant. Il faut dire que sur le plan de la qualité technologique des activités, et pour autant que je puisse porter un jugement, c'est également voisin du néant. Qu'en revanche, je sens bien un inconvénient massif du point de vue de l'image de cette région, je vois bien le très petit nombre d'emplois qui seront créés si ces projets se réalisent. Je suis incapable de chiffrer les créations d'emplois qui n'auront pas lieu parce que la présence de ces activités, même si elles ne sont pas objectivement dangereuses, par le sentiment qu'on aura de leur dangerosité, empêchera de se créer. Je voudrais donc dire que je proposerai, moi, à l'institution dont j'ai la responsabilité, au nom de ses compétences sur le développement économique du Limousin, et pas seulement pour des préoccupations d'environnement,
de s'opposer à ces projets. Il s'agit d'une installation de transformation des composés du thorium pour le transformer en un autre composé. Et le thorium, les deux isotopes du thorium qui existent dans le thorium naturel, sont classés officiellement, légalement, en catégorie 1 et 2, c'est-à-dire en très radiotoxique et fortement radiotoxique et radiotoxique. Le thorium est un des radioéléments les plus radiotoxiques et il est dans la classification parmi les éléments assez connus le plus radiotoxique. Il est plus radiotoxique que le plutonium par exemple. On a toujours tendance à penser que le plutonium est le plus radiotoxique des radioéléments, mais c'est pas vrai, c'est le thorium. Donc ça doit aussi rentrer en ligne de compte. C'est pas parce qu'il est naturel qu'il n'est pas dangereux, quoi. Donc là, il y a sûrement beaucoup de précautions à prendre avant de se lancer dans une opération pareille, qui est quand même une grosse opération assez dangereuse. Alors pour l'uranium appauvri, c'est un peu plus compliqué, parce que d'un côté, la législation dit c'est un radiotoxique très faible, et de l'autre côté, quand on cherche la quantité qu'il ne faut pas dépasser en inhalation ou en ingestion, on s'aperçoit que le législateur prend l'uranium comme un produit relativement radiotoxique. Donc il y a un paradoxe qui, au niveau légal, évidemment, n'est pas utilisable, mais qui doit être quand même dans la conscience des gens pour voir que c'est pas négligeable. Il n'y a pas de solution actuellement industrielle pour le réemploi de ces substances. Donc quand on nous parle de revalorisation, soit du thorium, soit de l'uranium appauvri, c'est une arnaque et un bluff technique. Que ce soit Cogema, que ce soit EDF, bon, tous ces gens-là bluffent sur la capacité qu'il y a à faire du nucléaire sûr, du nucléaire qui serait à la fois sûr et pas cher. C'est pas possible. Si vraiment on essaie de garantir la sûreté des populations, même dans les premières étapes, on peut dire d'une certaine manière les plus simples, comme la production de l'uranium qui va être enrichi, à ce moment-là, on va arriver à un prix de l'uranium qui est très élevé, qui sera complètement en décalage avec le marché mondial. Quelle sera la décision? Simplement, Cogema sera obligé de trouver une manière polie de fermer ces unités qui sont devenues trop chères. À Rio, proprement dit, il n'a pas été dit grand-chose sur les déchets radioactifs parce qu'il n'y a pas eu véritablement de campagne sur ce thème. S'agissant d'une réunion internationale, c'était l'Agence internationale de l'énergie atomique qui avait la parole. Et il est évident, tout le monde sait, que cette organisation est complètement dominée par le lobby pro-nucléaire et que son seul objectif, c'est le développement du nucléaire. Et je mets au défi, une chaîne ou une autre, de venir nous poser des questions, de venir nous dire, d'accord, nous passons par-dessus le gouvernement, par-dessus les décisions Cogema, les décisions, etc. Nous sommes libres, nous allons faire un reportage avec vous. Nous prenons les risques, nous y allons, sans demander l'autorisation de personne. Et le plus important maintenant, c'est pour l'avenir et pour les nouveaux déchets radioactifs ou les sous-produits. Là, je crois qu'il faut être très clair. L'ensemble des produits de toute nature, qualifiés déchets ou non, doivent rester là où ils sont, au nom du principe de proximité. Il n'est pas question de les déplacer. Les centrales nucléaires qu'on commence à démanteler doivent devenir les cimetières des déchets radioactifs, en attendant qu'on trouve des solutions techniques nouvelles. Et il faut également limiter la production de déchets radioactifs, et pour ça, il faut stopper le programme nucléaire. Il faut bien voir que on a exploité l'uranium sur ces sites miniers. On a exploité des milliers de tonnes d'uranium. Et actuellement, on est en train de parler de quelques dizaines ou de centaines de kilos du même uranium, alors qu'on en a extrait, mais au même endroit, des milliers de tonnes. Le Limousin n'est pas du tout une poubelle nucléaire. Disons, il reste bien moins de radioactivité en Limousin qu'il y en avait avant notre arrivée. Mais l'uranium, on l'a enlevé, on était venu pour ça. Et l'uranium, il est passé dans les centrales nucléaires.